Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu particulière qui n'est absolument pas dans mes habitudes. Vous voyez à peu près l'esprit des différentes vidéos que j'ai au niveau de ma chaîne. Celle-ci va être en relation notamment avec des faits d'actualité que j'ai pu voir notamment sur YouTube et qui, comme vous l'aurez compris, concernent le véganisme et notamment les extrémistes au niveau des différents véganes qui, en fin de compte, éveille en moi un peu de colère et d'incompréhension par rapport à des notions qui pourtant pourraient parfaitement être logiques au niveau notamment des différentes visions qu'on peut avoir de l'agriculture. Je voulais directement vous donner ma réaction par rapport à une vidéo qu'on a pu voir notamment sur YouTube, une vidéo sur le véganisme qui s'avérait être une sorte de propagande, faut dire les choses telles qu'elles sont, un petit peu mal faite, on va dire les choses aussi, pour lesquelles en tous les cas il y a eu énormément de réactions. Cette vidéo n'est autre que celle de Link the Sun qui a invité JMDO à répondre notamment sur différents faits, 19 faits, notamment sur l'existence du véganisme et les questions qu'on pouvait évidemment se poser par rapport à cela, et qui me paraît être assez maladroite. On va dire les choses telles qu'elles sont. Il l'a reconnu, Link l'a honnêtement reconnu, que ça avait été fait pas comme il l'aurait fallu. Bref, de cela, il y a eu aussi différentes réactions, notamment Ma Ferme Autonome, mais aussi Pas Vegan, qui ont évidemment critiqué différents points à juste titre. Bon, dans certains cas, il y a eu des débats qui ont été plus ou moins difficiles. Je voulais aussi réagir puisque depuis à peu près 4 ans, j'ai aussi totalement enlevé de mon alimentation tout ce qui était produit issu des animaux. Mais c'est un choix qui est évidemment personnel, que je garde pour moi et pour lequel j'évite fortement d'en parler sur ma chaîne YouTube, puisque je considère que l'on ne doit pas se faire résumer par ce que l'on a dans son assiette. Ce serait aussi stupide que de résumer un homme à sa religion, à son sexe, à sa couleur de peau. On ne peut pas se permettre ce genre de choses. L'être humain est beaucoup trop divers pour uniquement être résumé et placé dans des petites cases. C'est donc pour ça que j'ai jamais véritablement parlé de mon alimentation. Je tenais d'abord à préciser, mais ça vous le savez, malheureusement, l'image du vegan dans la société va être totalement résumée à des vitrines de cassés, à des gens furieux, à différents commandos que l'on peut trouver notamment dans les abattoirs, quand ceux-ci ne sont pas totalement brûlés, ou à des insultes et à une certaine nervosité par rapport à ce type d'alimentation. Cela me paraît totalement incohérent avec l'idée que l'on peut se faire de la défense animale, du bien-être des différents animaux, mais aussi et surtout de la communication que l'on veut être non violente et qui pourtant aujourd'hui est totalement caricaturée. On va être très clair, les différentes vidéos que j'ai pu voir, notamment certaines vidéos et certains propos, notamment de JMDO, ne représentent qu'une partie très infime des différents véganes. La plupart des véganes veulent aspirer à avoir une vie saine, en mangeant ce qu'ils ont envie, et évidemment en évitant au maximum de vouloir influencer sur quiconque. Et il me paraît assez contre-productif de vouloir toujours influencer les gens en leur demandant de manger telle ou telle chose par rapport à des idéologies qu'ils n'ont pas et en influençant ces mêmes personnes par des vidéos d'abattoirs ou des vidéos montrant des animaux agonisants se retrouvant ensuite dans les assiettes. C'est la mauvaise façon de pouvoir montrer ce qu'est le mouvement vegan. La véritable et unique chose qu'il faut faire, c'est laisser les gens décider par eux-mêmes de ce qu'ils veulent manger. Ce qui a pu me faire changer notamment d'idée par rapport à la viande a été un dégoût. Mais c'est mon aventure personnelle. Ensuite, j'ai pu me renseigner par rapport au mouvement vegan, au mouvement végétalien, pour devenir ensuite végétalien. Mais en aucun cas, je n'aurais accepté que quelqu'un vienne me dire ce que je devais faire et ce que je devais mettre dans mon assiette. On a le droit de manger de la viande, on a le droit de directement produire de la viande. La seule chose qui est importante à mes yeux n'est autre que le respect de l'animal. Un élevage, et je suis désolé de le dire pour JMDO, n'est autre
une question de respect et n'implique pas toujours la mort. C'est ça qui est important. Lorsque Ma Ferme Autonome nous montre des vidéos avec notamment des champs qui sont directement entretenus par des ânes et directement des chevaux, notamment dans la ferme de Damien, où est la maltraitance? Où est directement les différents côtés néfastes que l'on essaye impérativement de faire croire à un maximum de gens? Lorsqu'un agriculteur, comme on a pu le voir dans les différentes vidéos, va utiliser directement un âne ou un cheval pour entretenir un terrain, ce n'est pas la finalité que de le tuer. Bien au contraire, c'est évidemment avec ces animaux que l'on va pouvoir parfaitement assurer une fertilisation naturelle et entretenir évidemment les différents terrains pour que ceux-ci soient viables au niveau agricole. Et le gros problème qu'on a aujourd'hui au niveau des courants véganes est celle-ci. Ils refusent de faire la différence entre un élevage traditionnel, familial, où le bien-être des animaux est la priorité de tous les agriculteurs, et évidemment un élevage qui là sera industriel, avec des batteries, où l'on a des animaux qui dans certains cas n'ont évidemment aucun espace. Les deux choses ne sont pas du tout compatibles et nous sommes face à deux types d'agriculture qui n'ont absolument aucune finalité commune. Dans un cas, nous avons évidemment des animaux qui vont être utilisés uniquement que pour produire de la viande et dont la mort n'est que la seule et unique finalité. C'est évidemment l'agriculture intensive dans des batteries. Dans un cas très précis, notamment on l'a bien vu avec Ma Ferme Autonome, nous allons avoir un type d'agriculture dont le bien-être animal est au cœur des différentes préoccupations des agriculteurs. Ce sont des petites fermes qui ont en effet de petits effectifs et dont la priorité est celle de pouvoir avoir notamment des champs qui sont fertilisés naturellement par différents animaux. Ces méthodes d'agriculture ne sont en rien comparables avec évidemment la souffrance que l'on peut avoir dans les différents abattoirs et la vie de misère qu'on propose aux différents animaux de ferme dans des usines à production de viande et des usines à production d'œufs qui ne respectent en rien les besoins naturels des différents animaux. L'un des débats qui revient assez souvent au niveau des différents véganes extrémistes n'est autre que celle de la fameuse clôture, en venant nous dire que les animaux d'élevage ne sont pas libres. Mais ont-ils compris que le plus important lorsque l'on est responsable de la vie de différents animaux n'est autre que celle de leur bien-être? Et le bien-être animal ici, schématisé par une clôture, n'est autre que là pour éviter que ces différents animaux soient en danger, tant au niveau des agressions intérieures qu'extérieures. La clôture n'est là que pour schématiser l'espace vital des différents animaux. Et on le voit très bien, notamment ici, qu'il y a suffisamment d'espace pour que le bien-être animal soit respecté. Mettre directement une barrière, ce n'est autre que protéger l'animal, lui donner les moyens d'éviter tout danger mortel. On ne va pas laisser différents animaux d'élevage aller gambader sur des rues sans aucune sécurité, provoquant très certainement des accidents ou ayant leur vie en danger. De même, certains prédateurs pourraient tout à fait attaquer ces différents animaux d'élevage. Aimer des animaux, notamment en élevage, c'est aussi leur procurer une sécurité. Cette sécurité qu'ils n'ont plus du fait de la domestication de ces différentes espèces. Et que l'on ne vienne pas me dire que l'élevage, que l'on voit notamment ici, un élevage très familial, ne procure pas un bien-être au niveau de ces différents animaux. La destination de ces différentes bêtes n'est pas uniquement vouée à la mort, bien au contraire. Et lorsqu'on connaît directement les différents éleveurs qui ont ces différentes chèvres, notamment ici, on sait pertinemment qu'elles ne passeront pas par l'assiette. Il suffit de voir au niveau de certains véganes extrémistes qui ont réussi notamment à sauver des animaux d'abattoir ou de laboratoire. Ces derniers sont parqués eux aussi pour le bien-être de ces différents animaux avec des clôtures, mais aussi vont avoir comme finalité de pouvoir avoir une vie saine, de pouvoir vivre et ainsi mourir, comme on pourrait le dire, de leur belle mort de vieillesse, tout en ayant un attrait important pour nous, qui n'est autre que l'enrichissement du sol, puisque de par leur déjection, ils vont permettre en effet de pouvoir parfaitement
enrichir le sol. Beaucoup d'agriculteurs ont un respect totalement pour la vie animale et l'on peut parfaitement incorporer cette notion de bien-être animal avec évidemment l'agriculture. Ce n'est pas incompatible. L'élevage a produit différentes espèces animales, notamment par exemple des chevaux de trait ou des taureaux qui ont besoin d'une activité au niveau de leur morphologie, qui vont devoir entretenir cette musculature par différents travaux. Et la notion d'exploitation va se résumer évidemment dans certains cas à la quantité d'heures de travail fournies par chaque animal. Mais aucun agriculteur digne de ce nom n'a intérêt à ce que ces différents animaux soient épuisés et meurent d'une façon prématurée par rapport au travail qu'il leur est donné. La question que certains sont même arrivés à se poser est de savoir si le véganisme avait un avenir. Quand on se pose ce genre de questions, on voit parfaitement le problème qu'il y a derrière toute cette question. C'est que l'on ne fait pas la différence entre un vegan extrémiste et un vegan qui, lui, connaît beaucoup mieux le milieu agricole et qui va vivre de façon respectueuse par rapport aux animaux, mais aussi par rapport aux différents hommes autour de lui, sans vouloir imposer ses différents points de vue. Et la vision des différents véganes aujourd'hui est assez difficile à tenir puisque seuls les différents extrémistes ont le droit de pouvoir s'exprimer et vont être écoutés par la majorité. C'est souvent le cas lorsque l'on a différents types de communautés ou différents types d'opinions politiques, religieuses, sociales. Seuls les extrêmes ont souvent le droit à la parole pour illustrer la totalité des différentes populations. C'est faux et archi faux. Je m'inscris en faux avec tout cela. La plupart des véganes veulent vivre une vie saine sans pour autant devenir des propagandes politiques et avoir dans le dos des panneaux pour inciter le maximum de personnes à devenir véganes. C'est totalement incohérent. Et plus que tout, je pense que le véganisme ou le végétalisme reste aussi une solution viable, notamment pour les futures générations. Et va avoir évidemment un rôle à jouer au niveau de l'agriculture. Et pour ça, il suffit tout simplement de voir quel est l'état de l'agriculture en France aujourd'hui. Depuis les années 60, nous avons vécu ce que l'on appelle l'exode rural massif des différentes populations agricoles au niveau des campagnes pour arriver jusqu'en ville. Les années 60 vont signer la fin de cet extrême exode rural pour avoir notamment une population qui au début du siècle, du 19e siècle, était principalement agricole à 90%, pour arriver de nos jours à une population agricole qui avoisine à peu près les 5%. Oui, il ne reste plus en France qu'à peu près 5% d'agriculteurs, mais c'est pas encore là le plus grave. L'on a sur Terre, au niveau des différentes terres émergées, à peu près 141 millions d'hectares. Sur ces 141 millions d'hectares, nous n'allons avoir que 33% des terres émergées qui vont être destinées à l'agriculture ou au pastoralisme. L'ensemble de ces terres ne sont d'ailleurs pas totalement égales au niveau de la fertilité et malheureusement, certaines terres ne vont être fertiles que très peu de temps alors que d'autres vont avoir une fertilité qui va être beaucoup plus longue et pour lesquelles on va pouvoir installer une agriculture durable. Lorsque l'on installe notamment dans la forêt amazonienne des cultures de soja, on sait pertinemment que le sol ne va pas tenir et que ce dernier va être très rapidement lessivé, c'est-à-dire que la couche superficielle qui contient le plus d'éléments nutritifs au niveau des plantes va très vite disparaître pour partir notamment dans les différents fleuves ou les ruisseaux qui sont à côté. Ça s'appelle le lessivage. Rassurez-vous, en France aussi, nous avons ce phénomène qui est excessivement alarmant. Et c'est quelque chose qui est absolument gigantesque. C'est l'un des grands défis du 21e siècle. Celui de réussir à trouver des terres immergées, viables et fertiles, sans pour autant utiliser des fertilisants chimiques. Des fertilisants chimiques qui, comme on a pu le voir notamment avec la vidéo de Ma ferme autonome que je mettrai dans la description, vont totalement tuer toute vie microbienne et animale au niveau du sol. Donc 33% des terres immergées peuvent être cultivables à plus ou moins long terme suivant le type d'agriculture que l'on a et l'on estime à peu près à 11% celui qui peuvent être utilisés notamment pour des cultures.
Alors quand je parle de culture, culture céréalière, potager, verger, tout autre type d'agriculture, mais qui est durable. Mais ce qui reste un défi encore plus important, c'est l'état de l'agriculture en France de nos jours. L'on est depuis les années 60 jusqu'à 2010 sur des pertes absolument colossales des différentes surfaces agricoles utiles. C'est-à-dire que nous perdons tous les jours 221 hectares de terre au profit directement soit de la forêt, soit de l'urbanisation. Car voilà le gros problème que l'on a depuis les années 60. Nous allons avoir une urbanisation en France qui va augmenter, doubler depuis les années 60, et de la forêt qui va se développer de plus en plus. La forêt française n'a jamais été en meilleure santé qu'elle ne l'est aujourd'hui, au détriment total de nos terres agricoles. Et c'est ça qui est absolument ahurissant. Sur les différentes terres émergées, nous n'avons que 10% de terres qui peut particulièrement être cultivées de façon durable. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains chercheurs vont essayer de développer l'agriculture dans des pays qui autrement n'étaient pas très développés au niveau du matériel agricole et des différentes techniques agricoles aussi. Notamment, je pense à la Russie, à certains coins de Chine. Entre 1960 et les années 2010, nous avons perdu plus de 25% des surfaces agricoles françaises. Un quart des différentes terres agricoles françaises sont parties soit à l'urbanisation, soit directement à l'enfrichement et au développement de la forêt, passant de 36 à 27 millions d'hectares. Ce qui fait qu'aujourd'hui en France, nous avons 220 hectares qui disparaissent tous les jours. C'est absolument pharaonique. On le voit bien, l'agriculture française aujourd'hui a énormément de soucis et perd de plus en plus d'hectares tous les jours et tous les ans. Il suffit de voir les statistiques agricoles du ministère de l'Agriculture pour se rendre compte à quel point nous sommes en danger, puisque les différentes terres cultivables qui disparaissent sont des terres qui seront difficiles à retrouver et difficiles à refertiliser pour ensuite incorporer des cultures. Le modèle agricole que nous connaissons va devoir subir une crise profonde pour ainsi survivre et pouvoir essayer de nourrir une population mondiale de plus en plus importante. La pauvreté des sols actuels en France est un réel problème que l'on ne peut pas solutionner par directement des éléments qui ne seraient pas autres qu'animal. Et l'élevage, la polyculture semblent évidemment être des solutions à long terme pour permettre en effet à ces différents sols de retrouver une structure et un équilibre entre la vie microbienne et la roche sur laquelle ils reposent. Un autre élément que malheureusement personne n'a pris en compte et qui pourtant va être un sujet qui sera indispensable pour les générations futures, ce n'est autre que le réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous vivons dans des situations qui sont aberrantes au niveau climatique et la France a de grandes chances d'avoir ces climats totalement changés, notamment avec un développement assez fulgurant du climat méditerranéen sur la moitié de la France. Ceux qui connaissent pertinemment le climat méditerranéen savent qu'il va y avoir une quantité d'eau indispensable liée à l'agriculture. Avons-nous les moyens de ces quantités d'eau? J'en suis pas certain. Encore moins, notamment lorsque l'on sait que les différentes températures vont être de plus en plus importantes. Il suffit de voir le paysage dans lequel je suis en train de faire cette vidéo. Nous sommes en plein mois de janvier, nous sommes en Savoie et j'ai toujours connu ici à peu près cette hauteur-là de neige tous les ans. Aujourd'hui, il n'y a plus de neige. Et nous sommes pourtant en plein mois de janvier. Le réchauffement climatique, contrairement à ce que pensent certains, n'est pas une aberration. Nous allons le vivre de plein fouet. Et le problème qu'il va y avoir avec ce réchauffement climatique, notamment en France, c'est qu'il va induire des aridités. Si l'on a des climats aussi chauds que celui de la Méditerranée, les changements au niveau du sol vont être catastrophiques et l'agriculture qui va en résulter va avoir un impact notamment au niveau de la sécheresse qui va être beaucoup plus important. Et ça, malheureusement, peu de gens, notamment au niveau de l'agriculture, ont cette vision à long terme au niveau du changement climatique, mais au niveau aussi du changement, puisque les différents sols
en milieu chaud ne fonctionne pas de la même façon qu'en climat océanique, avec un apport au niveau des précipitations en eau et évidemment une vie microbienne qui ne sera pas la même. Et c'est tous ces facteurs-là qui permettent de conclure que toutes les productions de viande mondiales ne vont que diminuer de par le réchauffement climatique, l'appauvrissement au niveau des sols, notamment au niveau de la vie microbienne, et évidemment la quantité d'eau disponible pour ces différentes productions qui ont énormément besoin d'eau pour produire de la viande. Je voulais aussi vous parler directement de mon expérience personnelle et de ce que je fais au niveau de mon potager actuellement. Pour enrichir le sol, parce que je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait longtemps que le sol du potager dans lequel je suis en train d'expérimenter différents types de légumes était excessivement pauvre, j'ai tout simplement décidé de le mettre en jachère, c'est-à-dire de ne pas l'utiliser, de laisser directement la terre se reposer et les éléments revenir naturellement, c'est-à-dire laisser les fleurs et les plantes sauvages repousser dans ce terrain pour tout simplement enrichir le terrain, mais aussi laisser évidemment la vie microbienne revenir petit à petit et se développer. Et au bout de 2 ans, on peut dire que d'une part les vers de terre sont revenus, ce qui est extraordinaire pour le sol parce que ça va naturellement l'enrichir, mais j'ai aussi eu de nombreuses surprises, notamment des plantes qui sont venues spontanément sur mon terrain pour l'enrichir d'elles-mêmes. Il suffit de voir notamment le trèfle. Il y a du trèfle blanc et du trèfle rouge qui ont des racines qui vont enrichir le sol. Mais j'ai aussi vu qu'on avait de l'ortie, qui est une plante aussi merveilleuse et qui va beaucoup aider au niveau du sol, notamment au niveau de tout l'apport en nitrate. Et ce sont des plantes qui naturellement sont considérées comme d'ailleurs des engrais verts, c'est-à-dire que ce sont des engrais naturels, issus de plantes très riches en différents éléments qui vont tout de suite, lorsqu'on va les incorporer au sol, libérer des nouveaux éléments nutritifs pour les plantes et les cultures que je vais pouvoir mettre dessus. Donc c'est une excellente nouvelle de pouvoir laisser son sol reposer pendant 1 an sous forme de jachère. Cela ne peut pas être mieux pour reconstituer un sol et l'aider à mieux vivre. Et permettre notamment à un sol d'avoir des plantes dessus, des plantes dites sauvages, qui d'une part vont enrichir le sol, mais vont aussi aider lorsque l'on aura des pluies à évidemment éviter l'érosion et que la terre ne parte, car il n'y a rien de pire que de plastifier ou ramener directement des éléments qui vont mettre une couche hermétique entre le sol et l'air. Les micro-organismes qui vivent dans le sol ont besoin d'air, donc il est indispensable pour eux d'être totalement libérés et d'avoir de l'oxygène qui rentre dans la terre. Donc c'est pour ça que très souvent, je laisse les plantes dites sauvages, plus ou moins, notamment dans les allées ou près des cultures que je suis en train de faire, pour assurer tout simplement le maintien du sol et éviter que ce dernier ne soit lessivé avec la pluie. Et il n'y a rien de mieux que d'essayer d'enrichir son sol de cette façon-là, en développant le plus possible la vie microbienne au niveau du sol. Donc très souvent, vous allez pouvoir réutiliser les feuilles, le compost dans les cultures que vous allez faire, qu'elles soient en bac ou en pleine terre. Il est indispensable de pouvoir entretenir cette vie microbienne pour que cette dernière puisse faire son action principale qui est celui de nourrir et entretenir les constituants du sol. Pour continuer ma vidéo et vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau de ces fameuses surfaces agricoles qui diminuent de plus en plus, nous voici en forêt. L'exemple parfait que l'on peut voir est juste derrière moi. Ici, nous avons une forêt qui est bien établie depuis à peu près 40-50 ans et qui résulte totalement de l'abandon des différentes terres agricoles qui ont été totalement délaissées face à l'exode rural. Et toutes les plantes que vous avez là n'étaient pas là il y a encore 60 ans. Et on était face à un champ qui était encore cultivé mais qui a été abandonné. Et ce cas n'est pas un cas isolé, c'est la plupart des terres agricoles en France, notamment dans la moyenne montagne, mais aussi en plaine, qui sont totalement abandonnées. Et la question qu'on peut naturellement se poser est la suivante. Est-ce que ce terrain qui est forestier peut redevenir agricole du jour au lendemain? La réponse est non. Parce qu'il va falloir beaucoup de travail pour réenrichir le sol forestier.
n'oubliez pas que les sols forestiers sont en général des sols assez pauvres, tout simplement parce que les arbres ont déjà retiré un maximum de nutriments pour leur croissance. Donc la question que l'on peut voir au niveau des surfaces agricoles qui diminuent en France, notamment par l'exploitation des différentes forêts et l'avancée notamment de l'urbanisme, sont des questions qui sont cruciales et qui vont évidemment être totalement en lien avec le réchauffement climatique que j'ai pu vous expliquer. Lorsque la terre devient plus chaude, lorsque les terres cultivées se réchauffent, il va falloir un apport en eau beaucoup plus important. Et l'on sait notamment que l'eau, avec l'augmentation que l'on a au niveau des différentes populations humaines, va être un bien de consommation qu'il va falloir particulièrement changer au niveau des utilisations, des usages que l'on peut avoir. Et il va falloir faire un choix crucial entre notre alimentation ou notre confort de vie, notamment au niveau de l'eau. Vous l'aurez compris, la question de l'agriculture en France, c'est une question très complexe et qui nécessite évidemment de prendre en compte différents facteurs qui sont évidemment sur le long terme et essayer au maximum de réussir à trouver une alternative à ce que l'on fait actuellement et qui est la pire des choses, qui n'est autre que la stérilisation des sols par une agriculture intensive et qui a des conséquences sur le long terme, sachant que la demande va être de plus en plus grande, tant au niveau de la consommation humaine que de l'eau nécessaire aux différentes cultures. Il faut trouver un moyen efficace qui lie évidemment les différents types d'agriculture pour ainsi réussir à sauver les différents sols français. Le sol français fait partie du patrimoine. Il est aussi important que la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et le cassoulet. On ne peut pas se permettre directement de prendre la question de l'agriculture au-dessus de la jambe en se disant ça ne sert à rien, de toute façon les sols on peut en faire ce qu'on veut. C'est faux! Et lorsqu'on a une désertification qui est programmée au niveau de la France pour 2030-2050, il faut pouvoir prévoir à long terme et réussir à trouver d'autres solutions. Et en tant que végétalien, et Dieu sait que j'aime pas qu'on résume directement les gens à leur assiette, je ne supporte pas la méconnaissance de certains véganes extrémistes qui ne comprennent pas tous les enjeux absolument primordiaux qu'il y a au niveau de l'agriculture moderne. On ne peut pas dire que la microfaune au niveau du sol est totalement anecdotique. Au contraire, c'est un des éléments primordiaux au niveau des chaînes alimentaires et c'est ce qui permet en fin de compte aux différentes plantes de pouvoir pousser en France. Toucher au sol, toucher à l'agriculture, c'est toucher directement à l'estomac des Français. Et c'est incroyable de ne pas comprendre toute la richesse que l'on peut avoir, notamment au niveau des élevages et cette notion qu'on peut tout à fait développer concernant l'agriculture. On ne peut plus se permettre d'ignorer directement ces enjeux primordiaux et qui structurent toute l'agriculture mondiale. Mon refus de me considérer comme étant végane se voit aussi totalement illustré par les différentes violences qu'on peut avoir en France. Comment peut-on accepter cette violence que l'on a aujourd'hui en France, ces vitrines de cassées, ce sang de jeté, ces tags et évidemment cette forme d'hystérie dans certains cas lorsque l'on discute et lorsqu'on a des propos avec des véganes, lorsqu'on sait l'histoire même plusieurs fois millénaire qui est née notamment en Inde et qui a donné des courants comme la non-violence et l'acceptation et le respect des différents animaux. Et j'appellerai donc évidemment l'ensemble des véganes qui aujourd'hui ont considéré que la violence était un moyen de réponse politique à ce qu'ils considèrent comme étant des situations inacceptables, devraient pouvoir se replonger dans la philosophie, notamment des différentes religions indiennes, et du rapport que l'on a avec les êtres humains et évidemment avec les animaux. Et l'Inde, qui a plus de 3000 ans d'existence, avec notamment ce mode de vie, de respect par rapport aux animaux, allié évidemment à une alimentation qui est différente et beaucoup plus basée sur les végétaux, pourrait tout à fait aider la vision actuelle
sur le long terme au niveau des véganes et leur prouver que la violence n'est pas une solution et ne le sera jamais. Elle va directement aller à l'encontre de la vision du véganisme et du végétalisme, avec tout simplement une incompréhension au niveau de la population française. Vous l'aurez compris, je ne suis pas non plus la solution miracle à ce débat qui se déchaîne depuis des années entre véganes et non véganes, entre végétaliens, carnistes, véganes et compagnie. C'est évident que ce n'est pas avec une simple vidéo que nous allons arranger les choses, mais ce serait déjà d'avoir des débats pour permettre à chaque idée de pouvoir s'exprimer, tant d'un côté que de l'autre. Mais pour cela, faudrait-il encore que nous n'ayons pas des extrémistes en face de nous, comme la plupart des véganes et des végétaliens qui vivent leur vie de façon tout à fait pacifiste et qui sont aussi ouverts au dialogue. Il faudrait pouvoir sélectionner les gens qui pourraient, en fin de compte, apporter par leurs différentes connaissances un peu plus de matière au débat et réussir à trouver des solutions sur le long terme en prenant en compte l'ensemble des différents facteurs qui vont être sur le long terme au niveau de l'agriculture. Et j'espère sincèrement que vous pourrez réagir avec moi dans la barre des commentaires juste en dessous. N'hésitez pas, je suis tout à fait ouvert au dialogue, bien évidemment. Et je vous souhaite à tous de pouvoir manger ce que vous voulez dans vos assiettes, mais réussir à comprendre que ce que vous avez dans vos assiettes a aussi une conséquence sur votre santé et sur directement l'environnement. À bientôt, bisous!